Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur le Nissan X-Trail T30. Bien sûr, le Nissan X-Trail peut également être à traction avant, mais contrairement à son parent, sous la forme du Nissan Qashqai, il existe très peu de voitures à traction unique. Et la transmission intégrale avec embrayage électromagnétique dans la transmission de l'essieu arrière, déjà devenue familière aux voitures japonaises et asiatiques, est réalisée aussi simplement et efficacement que possible. Il suffit de surmonter de petits obstacles, même s'ils ne tolèrent pas les glissades et les poussées prolongées sur un sol lourd. L'embrayage ainsi que le train principal doivent être ouverts et nettoyés immédiatement après avoir franchi des gués profonds. Le reniflard laisse souvent échapper de l'eau. Cependant, dans ce cas, les roulements de roues ne dureront probablement pas non plus longtemps, et il est préférable de traiter à nouveau la carrosserie avec un anti-corrosion et de la laver par le bas. Oui, cette voiture n'est pas destinée à de tels tests. Côté mécanique, les plaintes concernant la transmission sont minimes. Mais il faut quand même faire quelque chose. Sur les voitures en marche, vous devez vérifier soigneusement les soufflets du joint homocinétique. Et après 100 000 km et demi, il vaut la peine de renouveler de manière proactive le lubrifiant dans les joints, sans attendre qu'il commence à surchauffer et à faire du bruit. L'arbre de transmission, après le même kilométrage d'1 an et demi à 200 000, nécessitera le remplacement du support intermédiaire, et en cas de conditions de fonctionnement sévères, des traverses, car les pièces non d'origine sont peu coûteuses. La boîte de transfert, qui n'est en réalité ici qu'un engrenage conique, résiste bien. Si vous changez l'huile et ne surchargez pas, cela ne pose aucun problème particulier. Avec un moteur turbo-essence de 280 chevaux, il peut être effondré, mais dans tous les autres cas, les dommages aux arbres et au roulement sont associés à un entretien intempestif, à des fuites et à la pénétration d'eau dans le mécanisme, ou à un déséquilibre de l'arbre de transmission. À propos, les boîtes de vitesse des voitures avant et après restylage sont compatibles sous conditions. Les boîtiers diffèrent peu, mais lors du remplacement, vous devrez peut-être travailler avec une meuleuse d'angle. Le mécanisme de sélection des vitesses des transmissions manuelles perd considérablement sa sélectivité avec l'âge en raison de l'étirement du câble et du desserrage de la rotule du levier. Et le volant bimasse a une durée de vie peu prévisible. C'est bien que, si vous le souhaitez, il soit possible de remplacer l'embrayage par un amortisseur ordinaire. Après 200 000 km, vous pouvez vous attendre à une détérioration de l'engagement des 3e et 4e vitesses en raison du vieillissement des synchroniseurs, et pour ceux qui aiment conduire avec un kilométrage sensiblement inférieur, le synchroniseur de 2e vitesse en souffre souvent. C'est là que tout se termine par un entretien minutieux et le maintien du niveau d'huile, mais n'oubliez pas que dans les transmissions manuelles, vous devez également parfois changer l'huile. La majorité des voitures sont équipées d'une transmission automatique. Ici est installée la boîte de vitesse de la filiale Nissan Jatco modèle RE4F04B, qui est à juste titre considérée comme l'une des transmissions automatiques les plus performantes de son époque. Certes, il n'y a que 4 étages et au milieu des années 2000, il était déjà obsolète, mais il est fiable et offre une bonne dynamique et un bon confort. Je dirais que c'est éternel, mais l'exploitation en Russie permet de douter de la fiabilité de quoi que ce soit. Pour la plupart des conducteurs, après avoir parcouru 250 000 km, le revêtement de blocage du moteur à turbine à gaz devra être remplacé. Mais il y a toujours une chance que le kilométrage ait été inversé ou qu'un pilote l'ait conduit, ce qui ferait littéralement brûler la boîte au travail. En cas de secousse ou de glissement en 3e ou en 4e vitesse, la bande de frein est généralement à blâmer. Ici, il vieillit en premier et est très sensible à la contamination par l'huile, il commence à travailler assez durement. Un ensemble de solénoïdes peut tomber en panne prématurément en raison d'une contamination excessive ou d'une surchauffe, et le sélecteur de transmission automatique provoque assez souvent une transition vers le mode d'urgence. Toutes les autres réparations sont la conséquence soit d'un kilométrage très élevé, soit d'un fonctionnement avec de l'huile sale avec surchauffe. La boîte ne s'arrête complètement que lorsque la moitié des embrayages meurent, ou que des morceaux de métal détruisent l'engrenage planétaire ou le corps de vanne. C'est bien, à moins que vous n'ayez acheté une boîte légèrement nerveuse. Il s'agit généralement déjà d'un cadavre complet à l'intérieur, donc presque tout devra être changé. Cependant, c'est le sort de presque tous les équipements fiables, il y aura toujours quelqu'un qui cherchera délibérément quelque chose qui peut être tué, pendant longtemps, et qui ne se brisera pas immédiatement en raison de son style de manipulation de l'équipement. Des vidanges d'huile fréquentes, un radiateur supplémentaire et un filtre externe sont recommandés, mais pas du tout obligatoires.
Le Nissan X-Trail était équipé principalement de deux moteurs, des moteurs à essence de 2,0 et 2,5 litres des séries QR20DE et QR25DE. Les moteurs suralimentés de la série SR20VET, 2 litres et 280 chevaux, et un moteur diesel de 2,2 litres de la série YD22DDTI sont très rares. Nos moteurs sont exotiques. Je peux seulement dire que les moteurs turbo Nissan de cette génération sont considérés comme très réussis, mais les moteurs diesel de notre propre conception sont capricieux en termes d'équipement en carburant et très tranquilles même dans la version DCI, bien qu'ils soient assez puissants. Les difficultés courantes avec les moteurs Nissan du X-Trail sont des radiateurs plutôt faibles, une pression instable dans le système de refroidissement en raison d'un bouchon défectueux, des fuites fréquentes dans les tuyaux du système, des bobines du système d'allumage quelque peu capricieuses et un système d'admission avec des ondulations faibles sujettes à la dépressurisation. L'un des problèmes les plus dangereux pour le moteur et la voiture est la perte d'étanchéité de la conduite de gaz sous le capot au niveau du raccord rapide. La bague d'étanchéité, blanchie, et des fuites apparaissent progressivement. Le second concerne les pinces à ressort faibles et corrodées sur presque tous les éléments du système de refroidissement, qui, avec le temps, peuvent tout simplement s'effondrer. Sur les voitures plus anciennes exploitées dans les régions du Nord, après 5 à 6 ans, les supports moteurs souffrent grandement. Presque tous les problèmes de vieillissement commencent à apparaître après 150 000 km. À ce kilométrage, les risques de surchauffe et de simple panne du système de commande augmentent fortement. Tout cela n'a pas le meilleur effet sur l'état des moteurs, surtout lorsqu'ils fonctionnent dans nos régions du Nord. L'hiver démarre à des températures de moins 30 à 35 degrés, ce qui est tout à fait accessible à ces moteurs, mais les risques de panne du moteur augmentent fortement, ce qui se reflète dans les statistiques de panne. Les moteurs à essence atmosphérique de 2,0 et 2,5 litres sont de proches parents, même si le degré de leur unification ne doit pas être surestimé. Ils diffèrent par le bloc cylindre, l'emplacement d'un certain nombre de composants, l'admission, les arbres à cames et les systèmes auxiliaires. La ressource d'un moteur plus gros est en réalité inférieure à celle d'un moteur de 2 litres. Cela entraîne une plus grande tendance à la surchauffe et une charge plus élevée sur le piston et le vilebrequin. Mais dans tous les cas, tout dépend du style de fonctionnement. Lors de la vidange d'huile au moins une fois tous les 10 000, si le moteur n'est pas abusé par les démarrages à froid tout l'hiver et qu'en été il ne surchauffe pas dans les embouteillages sans fin et les voyages dans le sable, le moteur de 2 litres commencera à manger huile après un kilométrage de 250 à 280 000 km, et l'appétit augmentera régulièrement en raison de l'usure du groupe de pistons. Si vous ne manquez pas le niveau d'huile et remplacez le catalyseur par un catalyseur en métal européen ou si vous le retirez complètement, le moteur durera presque certainement jusqu'à 350 000 à 400 000 km, ce qui, pour une conception aussi simple et bon marché, est un indicateur incontestable de succès. Le moteur de 2,5 litres acquiert un appétit huileux un peu plus tôt. Les cas d'apparition avec des kilométrages nettement inférieurs à 200 000 apparaissent principalement pour les raisons suivantes. Soit le kilométrage est incorrect, soit le catalyseur n'a pas été changé à temps lors de la campagne de rappel, soit le moteur a surchauffé. Parce que cela semble être un moteur fiable, mais il comporte beaucoup de nuances. Premièrement, le catalyseur. La conception avec un collecteur catalytique et un catalyseur en céramique sur les voitures Nissan s'est avérée peu durable, et après des centaines de milliers de kilomètres, en particulier lors des démarrages hivernaux, le catalyseur a commencé à dépoussiérer. Et une partie de la poussière était aspirée dans les cylindres, contribuant à une forte augmentation de l'usure des segments de piston et du haut du cylindre et augmentant les risques d'éraflure. Le problème a été remarqué et depuis 2003 à 2004, toutes les voitures ont reçu un catalyseur sur un substrat métallique, qui est nettement plus résistant à la surchauffe et ne produit presque aucune poussière lorsqu'il est détruit. La mesure s'est avérée efficace, de sorte que les moteurs restylés sans révision majeure avec un kilométrage élevé sont beaucoup plus courants que ceux d'avant restylage. Dans le même temps, ils ont également abandonné une solution étrange dans le système de refroidissement, qui contribuait à la coquefaction précoce des anneaux. En plus du thermostat standard, qui, à une température d'ouverture de 82 degrés et une ouverture complète de 96, maintient un régime de température très doux pour le moteur, un autre est également installé, qui assure un chauffage accéléré du bloc cylindre à 95 degrés. L'idée est assez simple, jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé, il n'y a pratiquement aucune circulation de liquide dans le bloc, et ce n'est qu'après 95 degrés que l'antigel traverse entièrement le bloc.
Cela permet d'atteindre rapidement la température optimale du moteur pour répondre aux normes environnementales, mais cette technologie a ses propres caractéristiques désagréables. Premièrement, la plupart du temps de fonctionnement, il existe un gradient de température importante entre la culasse et le bloc cylindre, ce qui augmente la charge sur le joint de gaz et conduit à sa dépressurisation. D'où le joint de culasse qui souffle régulièrement sur les voitures avant restylage. Deuxièmement, une augmentation de la température du bloc jusqu'à des centaines de degrés augmente la température des segments de piston et du piston lui-même, ce qui se traduit par une tendance à la coquefaction. Bon, une dernière chose, la circulation du fluide est moindre lorsque le deuxième thermostat est fermé, et le chauffage de la voiture dans l'habitacle ne chauffe pas bien tant qu'il n'est pas complètement réchauffé. Les blocs cylindres et les culasses avant et après restylage présentent des différences dans la conception de la chemise de refroidissement. Sur un moteur pré-restylé, vous pouvez simplement retirer le deuxième thermostat sans conséquences négatives évidentes. Mais il ne sera pas possible d'installer un thermostat dans une culasse neuve. Mais vous pouvez poser l'ancienne culasse sur un bloc neuf, dans ce cas, installer un thermostat supplémentaire est tout simplement nocif. Mais avec des kilomètres supérieurs à 250 000, 280 000, le moteur consomme de l'huile non seulement à cause du système de refroidissement et du catalyseur. Malgré la faible température d'ouverture du thermostat principal, la température de la culasse reste assez élevée dans de nombreux modes. Et après 5 à 6 ans de fonctionnement, les joints de tige de soupape commencent déjà à fuir. Les fuites d'huile par le haut contribuent au collage des segments de compression, ce qui augmente le risque de collage des segments racleurs d'huile et augmente le flux de gaz de Carter à travers le système de ventilation. Et cela accélère le processus de coquefaction. La conception du piston n'est pas non plus irréprochable, les segments sont fins, la vidange d'huile est conçue pour les huiles à faible viscosité et le moteur n'aime pas le fonctionnement avec un sous-chauffage constant. S'ils ont un sérieux appétit pour le pétrole, les propriétaires imprudents se retrouvent presque toujours avec des revêtements soulevés et une pompe à huile morte. Le capteur de niveau d'huile est situé trop bas et le Carter moteur a un système anti-vidange faible, donc dans les virages serrés à gauche lorsque le niveau est bas, la pompe manque d'air. Structurellement, le moteur n'est pas compliqué. Son bloc est en aluminium, les manchons sont en fonte, le système de distribution est par chaîne et il n'y a qu'un seul déphaseur. Entre 170 et 200 000 chaînes de distribution doivent généralement être changées, ainsi que des pignons. Avec un bon pétrole, la ressource est plus longue. Il existe des cas où les chaînes durent plus de 250 000, mais c'est rare. Avec un kilométrage d'environ 80 à 120 000 km, vous devrez régler les soupapes, puis tous les 50 à 60 000 km, la procédure devra être répétée. Le moteur n'aime vraiment pas les vieilles bougies d'allumage et le carburant sale. Avec les vieilles bougies, tout est clair, personne ne les aime. Et le carburant est souvent très sale en raison de la nature du réservoir de carburant. Le système de carburant nécessite un rinçage périodique et les injecteurs doivent même être remplacés. Il convient de noter que les prix, même pour les pièces d'origine, sont bas et qu'une révision typique est presque moins chère que pour les moteurs nationaux. Le SR20 VET est un moteur légendaire, c'est la version de production la plus puissante du moteur basé sur le bloc SR20. La version avec une turbine Garrett T28 d'une puissance de 280 chevaux se distingue par une bonne fiabilité par rapport aux standards des moteurs hautement accélérés. Il existe également un bloc en aluminium et des chemises en fonte. Les arbres à cames sont également entraînés par une chaîne, mais il existe des compensateurs hydrauliques. Et il n'y a aucun problème dans le système de refroidissement. Et la perte d'huile sur un moteur à piston d'origine est rare. Généralement, ce moteur meurt pour une autre raison. Le moteur diesel YD22D DTI est rare et ne équipe que les voitures européennes. Le moteur est entraîné par chaîne et assez solide mécaniquement. Les principaux problèmes moteurs sont liés soit à l'équipement carburant, soit à des fissures dans le collecteur d'échappement, le système EGR, une admission sale ou des injecteurs bouchés. Il existe un système Common Rail d'une des premières générations, et il est assez capricieux. La saleté dans le réservoir de carburant d'un moteur diesel constitue une menace encore plus grande que celle d'un moteur à essence, c'est pourquoi les filtres doivent être changés fréquemment et la propreté du réservoir doit être soigneusement surveillée. Les moteurs lourds peuvent présenter une grave corrosion de la culasse avec des fissures entre les sièges de soupape et des fuites de gaz dans la chemise de refroidissement. Nous vous recommandons fortement d'examiner le moteur avec un endoscope lors de l'achat. Certes, les bougies de préchauffage sont parfois tellement coincées qu'elles ne peuvent pas être retirées.
Sur une voiture après restylage, vous pourrez trouver un filtre à particules. N'en attendez pas de bien, ce n'est pas très compatible avec ce moteur. En général, le diesel n'est pas mauvais du tout, mais en raison de la faible prévalence et des caprices des équipements de carburant, son achat est fortement déconseillé. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Nissan X-Trail T30. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.